Et c'est ça ce que veut dire Warren Buffett quand il dit que la diversification, c'est pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. En fait, il exagère un petit peu, et peut-être que sa citation n'est pas complète dans le fond de sa pensée. Peut-être qu'il dit que de la diversification sans concentration, c'est pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cold Invest. Ce qui est fascinant avec l'investissement, c'est que les conseils souvent les plus simples sont ceux les plus rarement appliqués. Et ce sont aussi ces conseils les plus simples qui sont souvent les plus performants. Mais voilà, on est des êtres humains, on a un cerveau, et dans ce cerveau, il y a énormément de biais cognitifs qui nous impactent, et c'est ces fameux biais qui nous empêchent de respecter ces règles au quotidien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai choisi de partager avec vous 5 règles d'or qui vont vous aider à gagner en bourse sur le long terme. Ces règles d'or sont basées sur des études académiques et sur mon expérience personnelle puisque je les ai mises en pratique. J'avais déjà partagé avec vous dans une vidéo précédente les 5 plus grosses erreurs que j'avais commises à mes débuts, et cette vidéo des 5 règles d'or va évidemment compléter à merveille les 5 erreurs à éviter. Et si vous appliquez les 5 conseils de la vidéo qui va suivre, et que vous corrigez les 5 erreurs que j'avais moi-même commises auparavant, je pense que ça va faire de vous un excellent ou une excellente investisseur ou investisseuse. Règle numéro 1. Planifiez vos allocations et ne laissez rien au hasard. Il est crucial de définir clairement les poches d'allocation que vous allez suivre pour les différentes classes d'actifs que vous allez utiliser. Les classes d'actifs, ça va être par exemple les actions, les obligations, les SCPI, si vous voulez faire de la pierre papier par exemple, même le fonds euro, qui est une sorte de forme de fonds obligataire assuré. Tout ça, c'est des classes d'actifs différentes qui répondent à divers critères et qui sont plus ou moins impactés par des facteurs plus ou moins les mêmes ou plus ou moins différents. C'est très important de combiner différentes classes d'actifs dans votre épargne et de ne pas reposer à 100% sur une seule classe d'actifs. Par exemple, n'avoir que des actions, c'est beaucoup plus risqué qu'avoir un mélange d'actions, d'obligations et par exemple de SCPI. Tout simplement parce que ces classes d'actifs ne vont pas évoluer de la même manière. On dit mathématiquement qu'elles ne sont pas fortement corrélées. Alors bien sûr, il y a beaucoup de nuances dans tout ça. Il peut y avoir une forme de corrélation à certains moments entre différentes classes d'actifs, mais les grandes classes d'actifs que je viens de citer sont plutôt décorrélées en moyenne et sur le long terme, et c'est pour ça que c'est intéressant. D'un point de vue académique, on a l'étude de la théorie moderne du portefeuille, qui a été publiée par Harry Markowitz, si mes notes sont correctes, et il montre que la diversification des classes d'actifs, elle est essentielle pour minimiser le risque de vos placements, tout en maximisant le rendement. L'objectif ici, c'est d'avoir une vue macroscopique sur l'ensemble de vos placements, donc moi je vous conseille vivement de faire un dashboard. Alors il y a des applications spécialisées qui existent, mais mine de rien, même après en avoir testé plusieurs d'entre elles, je reviens toujours à mon dashboard perso que je fais dans Google Spreadsheet, outil gratuit et hyper puissant. J'aurai comme ça une synthèse de mes différents actifs et je pourrai avoir aussi une cible pour ces différents actifs. Alors la théorie moderne du portefeuille de Markowitz, qu'il a publié dans les années 50, elle est vraiment intéressante parce qu'elle apporte une approche rationnelle et mathématique sur la gestion des investissements. L'idée principale, c'est qu'un actif individuel peut être risqué en soi, mais quand vous allez le combiner dans un portefeuille, il va y avoir une sorte d'effet composé des risques et des rendements des différentes classes d'actifs, et l'effet global du portefeuille va diminuer le risque tout en optimisant le rendement. Donc quelque part, on pourrait dire qu'il ne faut pas considérer les actifs de manière individuelle, il faut les considérer au sein d'un portefeuille avec différentes classes d'actifs, et là, on dilue le risque en optimisant le rendement. C'est tout ce qui est lié à la corrélation et à la décorrélation des classes d'actifs entre elles. J'ai fait une vidéo dédiée d'ailleurs pour vous montrer comment mesurer vous-même votre moyenne de corrélation sur un portefeuille. L'exemple classique, vous avez un krach boursier, les actions s'effondrent, et en parallèle, vous avez des SCPI, donc qui sont directement accolés à des appartements, des immeubles, des bureaux, l'immobilier. Il ne va pas réagir de la même manière et clairement pas avec la même vitesse que le marché des actions. Ça, c'est un exemple classique et très simple à comprendre. Exemple, pour mettre en pratique cette première règle d'or, vous définissez une cible sur vos différentes classes d'actifs. Par exemple, 40% en actions, 30% en SCPI,
30% en obligation. Voilà, pour faire quelque chose de très simple. Et l'idée, c'est que vous devez respecter ces proportions. Donc à chaque fois que vous allez investir, vous allez regarder où vous en êtes et vous devez respecter ce cadre. Rien qu'en faisant ça, vous allez déjà éliminer énormément de pieds et vous n'allez plus acheter vos actifs au hasard. Règle numéro 2. Définissez une fréquence d'arbitrage et respectez-la. C'est ce qu'on appelle les rebalance days. Donc ce sont vos journées d'arbitrage. Un des biais les plus fréquents, c'est les biais émotionnels qui vont nous inciter à vendre ou à acheter des actions à n'importe quel moment. Et ça, c'est catastrophique et ça, c'est dévastateur pour votre performance. Donc il y a une règle extrêmement simple, cette fameuse règle numéro 2 des rebalance days. Elle est super simple sur le papier, mais très difficile à tenir parce qu'il va vous falloir beaucoup de force mentale et de rigueur. Elle consiste à définir dans l'année 1 ou 2 jours où vous allez vous autoriser à faire des arbitrages. Les arbitrages, c'est tout simplement vendre des positions, vendre une position pour racheter une autre position, mais c'est surtout vendre et solder des lignes dans votre portefeuille. Eh bien, cette règle d'or numéro 2, elle vous impose de ne pouvoir faire ces arbitrages qu'à des moments très précis dans l'année et à peu de moments. Daniel Kahneman, qui est un auteur prix Nobel d'économie que je cite dans quasiment toutes mes vidéos, il explique qu'un des biais les plus fréquents chez les investisseurs, c'est la suractivité. C'est-à-dire le fait de toujours vouloir agir. En fait, l'investissement, c'est très intéressant parce que contrairement à quasiment tous les autres domaines dans la vie, vous êtes beaucoup plus performant dans l'investissement si vous ne faites rien que si vous agissez beaucoup. Et effectivement, la suractivité, ça va détruire votre performance. Déjà, vous allez générer des frais à chaque fois que vous allez bouger, dans la plupart des cas sur les différents types de portefeuilles que vous allez posséder. Et en plus, suractivité, ça veut dire solder et acheter beaucoup trop fréquemment, et donc c'est forcément perdre de la performance, parce que la performance majeure, elle se trouve sur le long terme. Par ailleurs, cette suractivité va entraîner une surréaction. Il peut se passer quelque chose un jour dans l'actualité, et tout d'un coup vous avez une crainte sur une action, vous surréagissez, vous vendez, et peut-être que 2 semaines plus tard, tout est oublié, et l'action repart à la hausse de manière fulgurante. C'est la volatilité des marchés, ça existe toujours et ça continuera d'exister. Et donc l'idéal pour un investisseur avec sang-froid, on est sur Colinvest, c'est de ne pas se laisser influencer par la météo du jour. Alors quand faire ces rebalance days? Idéalement, les études montrent qu'il faut les faire 1 fois par an, ou éventuellement 2 fois par an. Mais il ne faut pas faire trop de rebalance days. Si vous commencez à faire un rebalance days par mois, par exemple, eh ben vous retombez dans la surréactivité et vous êtes encore soumis à vos biais. Il y a une étude publiée par Vanguard qui s'appelle Rational Rebalancing, An Analytical Approach to Multi-Asset Portfolio Rebalancing. Donc ils expliquent vraiment en détail ce que je viens de vous résumer là, et ils explorent les meilleures pratiques pour rééquilibrer un portefeuille qui serait déjà diversifié. Donc c'est complètement lié à la règle numéro 1, vous avez déjà vos allocations, vous avez des cibles, et dans vos rebalance days, vous êtes là pour rééquilibrer tout ça. Par exemple, vos actions ont beaucoup monté, vous avez dépassé les fameux 40%, vous voulez les réduire, et ben voilà, vous avez une directive, vous allez prendre vos lignes qui ont le plus performé, vous allez les vendre pour atteindre 40% par exemple. L'idée principale, c'est donc de rééquilibrer régulièrement votre portefeuille pour maintenir vos allocations d'actifs dans leur cible. Voilà, c'est ça qui va vous aider à gérer le risque au fil de temps et à rester cohérent avec votre stratégie. Encore une fois, on élimine le hasard, on définit un cadre et on s'y tient. Alors par contre, l'étude, elle montre que si vous rééquilibrez trop souvent, ça va nuire à la fin à votre portefeuille. D'une part parce que vous allez générer beaucoup de frais, à chaque fois qu'on rééquilibre, on régénère des frais, et d'autre part, parce qu'on va diminuer le temps disponible à nos actions ou à nos titres pour faire de la performance. Pour ma part, j'ai choisi de faire un rééquilibrage par semestre, donc je suis dans l'approche semi-annuelle, et donc tous les 6 mois, j'ai une journée bien précise où j'ai le droit d'arbitrer et donc de vendre mes lignes. Règle numéro 3, lors de vos rebalance days, vendez vos perdants. Alors c'est totalement enchaîné aux 2 règles précédentes. On avait dans la règle numéro 1 les allocations d'actifs cibles qu'on essaye de suivre toujours. Ensuite, règle numéro 2, on a des rebalance days, par exemple 2 fois dans l'année, on va vendre, on va arbitrer nos lignes. Et bien dans la règle numéro 3, on nous dit
de vendre les perdants. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement vos lignes en moins-value. Cette idée-là, cette règle d'or, elle se base sur l'aversion à la perte, qui est définie notamment par Daniel Kahneman également, dans son livre Système 1, Système 2, qui montre qu'on est beaucoup plus impacté émotionnellement quand on perd de l'argent, qu'on est impacté positivement que quand on gagne de l'argent. On va avoir tendance, d'un point de vue d'un investisseur, quand on a des lignes en moins-value, on va avoir tendance à les garder. On se dit, elle va peut-être remonter, je garde ma ligne. Si on combine l'effet momentum à cette aversion à la perte, qui fait qu'on va avoir tendance à conserver nos perdants, et cet effet de momentum qui nous dit que les tendances vont se poursuivre en moyenne, donc une action qui chute va avoir tendance à continuer de chuter, si on combine tout ça et qu'on regarde un portefeuille sur le long terme, où est-ce que ça nous amène? Ça nous amène à un portefeuille qui tend à avoir un maximum de lignes en moins-value. C'est assez logique. Je garde mes perdants, les perdants vont avoir tendance à continuer d'être perdants, et je les garde, et plus le temps passe, et plus j'ai de perdants, et je ne les solde jamais, et je me retrouve au bout de 5 ou 10 ans avec un portefeuille tout rouge. Donc vendez vos perdants pendant les rebalance days, soldez vos pertes, prenez vos pertes, et réallouez le capital que vous avez sur des nouvelles lignes qui sont plus pertinentes. Kahneman, il nous explique que les investisseurs ont tendance à s'accrocher aux valeurs perdantes à cause de l'aversion à la perte. On aura tendance à garder nos titres en moins-value dans l'espoir qu'ils se redressent. Il y a aussi une étude du Journal of Finance, qui a été publiée en 98, qui montre que les investisseurs ont tendance à vendre leurs gagnants et à conserver leurs perdants. Donc ça, c'est le pendant. C'est exactement l'inverse qu'il faudrait faire en réalité. Pourtant, l'étude, elle montre que ceux qui vendent plutôt les perdants, ils évitent des baisses supplémentaires. Ça, c'est aussi un autre intérêt de vendre vos perdants lors de vos rebalance days. En gros, il y a une tendance négative qui s'amorce, vous vendez tout de suite, alors tout de suite, c'est modulo la fréquence de vos rebalance days, et ainsi vous allez vraiment énormément limiter la casse, parce que peut-être que ce titre, il va continuer de baisser et baisser encore. Comme vous l'avez vendu, en gros, tous les 6 mois ou tous les ans au plus tard, vous limitez la casse et vous pouvez réallouer ce capital ailleurs. L'exemple ici, il est tout simple. Vous êtes à un rebalance days, vous avez des lignes en déficit, vous les soldez. Pur et simple, on ne s'accroche pas aux actions, pas d'affect. Ah, LVMH est perdant. Ah mais oui, mais LVMH, c'est vraiment la valeur luxe et je veux la garder. Non, il n'y a pas de ça. Ok, je suis lors de mon rebalance days. LVMH fait moins 8 ou moins 10%. Je solde. Ça, c'est un exemple très concret. Mon rebalance days, il avait lieu il y a 2 semaines. J'ai soldé toute ma ligne LVMH. Règle numéro 4. Choisissez des ETF, mais choisissez-en peu et choisissez-les bien. Trop d'investisseurs achètent une multitude d'ETF. On croit, consciemment ou non, que plus on a d'ETF, mieux c'est. Plus on a d'ETF, plus on est diversifié, plus on dilue son risque. En réalité, c'est l'inverse qui se passe quand vous commencez à avoir trop d'ETF. Vous avez une dilution de l'efficacité des ETF et une maximisation des frais. Donc c'est pas du tout intéressant à faire. En réalité, un nombre limité d'ETF bien choisi, et je vais y revenir, offre une bien meilleure performance sur le long terme, déjà parce qu'on va vraiment limiter les frais, et en plus si on cible vraiment bien ce qu'on fait, on est déjà très bien diversifié, c'est la nature même d'un ETF d'être diversifié, et on va maximiser la performance parce qu'on va minimiser le nombre de lignes, et donc on va éviter de diluer les différentes performances des lignes qu'on va prendre. Du point de vue académique, les études montrent que des portefeuilles surdiversifiés en ETF diluent les rendements, alors qu'un ETF bien sélectionné peut offrir à lui seul une diversification déjà très très bonne. Il y a aussi la théorie de la diversification optimale, toujours chez Markowitz, qui indique qu'un nombre limité de titres offre une bien meilleure performance qu'un grand nombre de titres. Donc ça, c'est la subtilité entre diversification, dispersion et concentration. En réalité, il faut être diversifié, mais il faut aussi être concentré. Et c'est ça ce que veut dire Warren Buffett quand il dit que la diversification, c'est pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. En fait, il exagère un petit peu, et peut-être que sa citation n'est pas complète dans le fond de sa pensée. Peut-être qu'il dit que de la diversification sans concentration, c'est pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire qu'il faut avoir le minimum de titres possible, qui sont eux-mêmes le plus diversifiés possible. Et là, vous allez atteindre de la perf, et là, vous allez minimiser vos frais. Donc c'est exactement pareil pour les ETF, j'ai même envie de dire que c'est encore plus important pour les ETF que pour les actions, puisque les ETF, en sous-jacent, vous achetez déjà une multitude d'actions. Et donc il faut extrêmement bien choisir vos ETF, en choisir peu, et s'assurer que vous êtes diversifié et concentré avec ces ETF. L'exemple que je peux vous donner, c'est de prendre que 3 ETF
de choisir vraiment ce que vous voulez faire et de vous limiter aux ETF des indices performants. Il y a une multitude d'ETF et il y a à boire et à manger dans les ETF. Donc il y a évidemment des ETF qui sont très mauvais, qui vont peut-être répliquer des indices pas du tout performants, ou alors qui vont se consacrer à des thématiques, et là vous faites de la spéculation. Par exemple, un ETF bancaire, un ETF semi-conducteur, un ETF énergie, voilà. Ça peut être bien à un moment, moins bien à un autre. Vous prenez une forme de risque en prenant des thématiques comme ça, vous êtes en train de faire de la spéculation sur une thématique. Vous pouvez imaginer un ETF sur le cours du pétrole par exemple. Ça, c'est pas du tout l'objet. Si vous voulez rester simple et efficace, vous prenez des ETF sur les indices performants, vous choisissez S&P 500, MSCI World, Nasdaq, Eurostock 600, voilà, si vous voulez prendre les grands classiques. Tout dépend des zones géographiques auxquelles vous voulez être exposé. Spoiler, si vous voulez de la perf et de la sécurité, vous prenez un indice américain, au hasard S&P 500. Si vous voulez être super tranquille, vous prenez le MSCI World. Et là, vous êtes d'emblée très diversifié et vous vous appuyez sur un ETF qui va être croissant sur le long terme. C'est éprouvé par les décennies qui se sont écoulées. Donc pas plus de 5 ETF grand maximum, idéalement 3. Choisissez-les bien et limitez-vous à ces ETF. Ces ETF, ça va devenir votre assurance contre vos mauvaises décisions. C'est vraiment comme ça que je vois les ETF. Et là encore, on revient à la règle d'or numéro 1. Définissez un pourcentage d'allocation pour vos ETF. Vous avez une poche d'actions. À l'intérieur de cette poche d'actions, vous définissez combien de pourcentage j'alloue aux ETF et combien je m'autorise en stock picking. Ça aussi c'est super important, comme ça dans vos rebalance days, vous allez pouvoir suivre l'évolution de votre poche ETF et éventuellement arbitrer pour la redescendre ou l'augmenter en fonction de la performance qui a eu lieu. Et règle numéro 5, elle est facultative, tout dépend si vous choisissez de faire du stock picking ou non. Vous n'êtes pas obligé, vous pourriez très bien vous contenter des ETF et vous arrêter là pour votre exposition action. C'est peut-être ce qu'il y a de plus simple à faire, surtout si vous respectez la règle numéro 4 que je viens d'énoncer et que vous vous consacrez uniquement à des ETF sur des indices performants. Mais si vous décidez de faire du stock picking, d'une part parce que c'est un petit peu plus intéressant, et aussi pourquoi pas essayer de battre le marché, même si c'est extrêmement difficile, au moins avec la structure qu'on est en train d'explorer dans cette vidéo, vous pouvez d'une manière sécurisée tenter de battre le marché avec une petite allocation en stock picking. Si vous faites ce choix, vous devez établir des critères objectifs et rigoureux pour sélectionner vos actions. Alors il y a plein de façons de faire, mais moi ce que je vous conseille, c'est de vraiment choisir des critères simples et techniques. Les critères fondamentaux, je n'y crois pas, j'ai expliqué ça dans la vidéo sur les erreurs. Il peut se passer 1001 choses dans la vie qui vont complètement invalider une analyse basée sur des métriques fondamentales. Une société peut très bien gagner de l'argent, avoir une très bonne santé financière, des très bons fondamentaux, et conjoncturellement, peut-être que quelque chose va se passer, au hasard il n'y a plus de gouvernement dans le pays en question, et l'action peut s'effondrer. Donc ça, c'est vraiment à manier avec énormément de vigilance, l'analyse fondamentale, et moi personnellement, j'accorde beaucoup plus d'importance à des critères techniques très simples et éprouvés par les études académiques. Ici, je vais vous en citer un seul, hyper connu et hyper fort et éprouvé. C'est tout simplement la technique du momentum. Le momentum, il a été étudié et prouvé par plusieurs chercheurs, notamment Gegadesh et Titman. Et en gros, il montre que les actions avec une bonne performance récente ont tendance à continuer à avoir une bonne performance récente. Et à l'inverse, les actions qui sont en moins-value vont avoir tendance à rester en moins-value dans l'avenir. Donc l'idée, c'est de prendre les actions qui vous intéressent et de calculer leur performance passée. Moi, ce que je fais, c'est que je prends le cours à date, le cours il y a 12 mois, le cours il y a 3 ans et le cours il y a 5 ans. Et ensuite, je me fais une moyenne de la performance de ces trois valeurs-là, la performance d'il y a 5 ans, la performance à 3 ans et la performance à 1 an. Je pondère cette moyenne, j'accorde plus de poids à la performance récente et moins de poids à la performance passée, mais vous pouvez même faire hyper simple, juste la moyenne des trois, et vous obtenez un score qui est la performance passée moyenne de cette action, entre 5 ans, 3 ans et 1 an. Et bien si ce score est inférieur à 10%, vous n'avez pas le droit de choisir cette action. Voilà, ça c'est la règle la plus simple possible, et rien qu'en respectant cette règle, vous allez vous appuyer sur le momentum, vous n'allez sélectionner que des actions
qui sont dans une tendance haussière long terme, et donc, en vous appuyant sur les études du momentum, vous maximisez les probabilités que cette action elle continue sa progression positive. Si jamais ce n'est pas le cas, bien sûr ça arrivera dans certains cas, c'est pas une science exacte, hein, c'est des probabilités, c'est juste que vous avez mis les probabilités de votre côté, mais si c'est pas le cas, dans 6 mois, vous avez un rebalance day qui arrive, donc c'est pas grave du tout, si l'action finalement est déficitaire, en respectant la règle d'or numéro 3, lors de votre rebalance day, vous allez avoir une ligne déficitaire, vous allez la vendre complètement, et vous allez racheter une autre action dont la moyenne passée que vous avez calculée est supérieure à 10%. Et vous allez voir que statistiquement, vous aurez beaucoup plus de lignes dans le vert que dans le rouge. Voilà, c'est tout pour cette vidéo avec les 5 règles d'or les plus simples mais que 95% des investisseurs ne suivent pas. Je vous invite à tenter de les mettre en pratique et si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je suis sûr que votre portefeuille s'en portera bien mieux. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit pouce, et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne Cold Invest pour une prochaine vidéo.